Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la GOF. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du micro des gynécos. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir à nouveau le professeur Paul Gerby, gynécologue obstétricien et chef de service à la maternité du CHU de Toulouse. Spécialiste des grossesses à risque, il s'est particulièrement intéressé à la prééclampsie. Océane l'interroge aujourd'hui sur un aspect crucial de ce sujet, la prééclampsie à long terme. Bonjour, professeur Gerby, merci d'avoir accepté de participer à nouveau à notre chaîne. On est toujours ravis de vous recevoir. Aujourd'hui, on souhaite profiter de vos connaissances pour discuter prééclampsie, surtout prééclampsie à long terme. Bonjour Océane, bonjour à toutes et à tous. C'est moi qui vous remercie de me proposer à nouveau de participer à ce podcast qui a beaucoup de succès, je le sais, et qui plaît beaucoup. Merci de nous aider dans ce projet. C'est important pour la pédagogie, on pense. Je rappelle d'ailleurs que tous nos orateurs participent bénévolement, donc on est vraiment très reconnaissant de ce que vous faites tous pour la formation des jeunes et des moins jeunes aussi, notre mise à jour. Donc, si on peut commencer pour introduire le sujet peut-être par rappeler les conséquences à long terme, les complications à long terme, notamment cardiovasculaires de la prééclampsie, s'il vous plaît. Oui, en fait, c'est une thématique dont on parle de plus en plus ces dernières années. Moi, c'est ma thématique principale de recherche clinique fondamentale et aussi dans les soins, la prééclampsie et les désordres hypertensifs de la grossesse. Et c'est vrai que il a été démontré une association entre la survenue d'une prééclampsie ou d'un désordre hypertensif de la grossesse et des complications cardio-neurovasculaires à long terme. Donc, ça fait une quinzaine d'années surtout que ça ressort beaucoup, tellement que ça a été intégré par des sociétés savantes, notamment l'American Heart Association depuis 2011 comme facteur de risque cardiovasculaire à prendre en compte chez toute femme, les antécédents obstétricaux. Donc, c'est important d'en discuter, de détailler un petit peu ces conséquences-là pour améliorer la connaissance d'un côté des professionnels de santé et des patientes. C'est vrai qu'on a la chance dernièrement d'avoir des données françaises qui viennent corroborer ces résultats internationaux, notamment une cohorte qui s'appelle la cohorte Conception, qui a utilisé les données du SNDS et qui concernait plus de 4,5 millions de femmes enceintes et je crois plus de 7 millions de grossesses en France sur une dizaine d'années, entre 2010 et 2018. Et j'avais la chance de participer à un jury de thèse d'épidémiologie de Grégory Laillé, qui travaille à Santé publique France. Et ça lui a permis de faire une synthèse des résultats de cette cohorte conception. Et c'est assez précieux d'avoir ces résultats en France sur des données, entre guillemets, en vie réelle sur notre population. Parce que d'une part, on a vu que les désordres hypertensifs de la grossesse, c'était quelque chose de fréquent en France parce que ça affecte plus de 7% des grossesses. On sait que la prééclampsie en tant que telle, c'est plutôt aux alentours de 2%, mais si on intègre tous les troubles et désordres hypertensifs de la grossesse, l'HTA chronique chez la femme enceinte, l'HTA gravidique, la prééclampsie et certaines pathologies placentaires, on a une prévalence assez significative, parce que plus de 7% de toutes les femmes enceintes et évidemment un peu plus chez la femme nullipare, c'est quand même quelque chose de fréquent. Et dans les principaux résultats, si j'essaye de les synthétiser, d'une part, celles qui avaient présenté un désordre hypertensif de la grossesse, elles peuvent récidiver de manière très importante lors d'une nouvelle grossesse. Et c'était particulièrement important chez les femmes qui présentent une HTA chronique, déjà avant grossesse, parce que c'était un risque de récidive de l'ordre de 25 à 30% sur la grossesse suivante.
Et ces données françaises ont aussi montré que plus la prééclampsie était sévère et précoce, plus le risque de récidive était important, et notamment de récidiver sur des formes sévères et précoces. Donc ça, c'était des données épidémiologiques qu'on avait sur le plan international, mais pas sur des données aussi robustes en France. Et donc c'est pour ça que c'était assez précieux de voir que c'était le cas également chez nous. Et avec, si on parle que du versant obstétrical, une proportion de femmes qui avaient bénéficié d'un traitement prophylactique par aspirine au cours de leur deuxième grossesse et qui en avaient une indication, qui était malheureusement sous-optimale. Je crois que c'était seulement 80% des patientes qui avaient une prééclampsie sévère et précoce qui avaient eu au moins une fois une prise d'aspirine au cours de la grossesse. Et si on regardait celles qui avaient eu un traitement optimal, c'est-à-dire une dose satisfaisante d'au moins 100 mg quotidienne et initiée avant 16 semaines, et qui avaient pris une observance de au moins 80%, hein, c'est pas énorme, mais au moins 80% de la prise d'aspirine, et bien là, ça redescendait à moins de 60% des femmes qui avaient pu bénéficier de ce type de traitement-là. Oui, Donc, donc on n'est pas encore optimal. non. Donc déjà, on n'est pas optimal, même sur la grossesse d'après, alors que c'est une thématique que l'on connaît bien. Les recommandations françaises qui ont été mises à jour l'an dernier sur les RPC sur la prééclampsie, mais les recommandations de prescription d'aspirine chez une femme qui avait déjà présenté une prééclampsie étaient déjà bien claires en France. On pensait que c'était quelque chose de bien acquis, et malheureusement, cette prescription était sous-optimale, et avec quelque chose d'assez étonnant, surtout chez les populations jeunes et précaires. Alors qu'on sait que justement, c'est probablement une population qui aurait d'autant plus besoin d'en bénéficier. Cette cohorte avait aussi montré les complications au cours de la grossesse, mais si on s'intéresse à la thématique d'aujourd'hui sur les complications plus à long terme, ça a confirmé les données internationales que les femmes qui ont présenté un désordre hypertensif de la grossesse font plus d'HTA, font plus de diabète, font plus de maladies cardiovasculaires, ont une mortalité cardiovasculaire, neurologique et rénale augmentée, alors que vous voyez, le suivi était à peine sur une dizaine d'années. Donc, c'est quand même des résultats assez parlants également en population française. Comment on conseille, dans ce cas-là, d'adapter le suivi de ces patientes? Ça, c'est la bonne question. C'est ce qui nous pose souci. Une grande partie passe par l'information qui doit être délivrée aux professionnels, donc améliorer le lien ville-hôpital, ça c'est certain. On doit s'améliorer en France là-dessus, c'est sous-optimal. Mais également sur l'information apportée aux patientes, hein, il y a des études qualitatives qui avaient interrogé des femmes enceintes, des femmes en postpartum qui avaient présenté des ordres hypertensifs de la grossesse, et ça avait montré très clairement que les femmes jugeaient l'information souvent insuffisante, non adaptée à leur niveau de compréhension. Donc, on doit s'améliorer là-dessus par des choses très basiques, hein, sur l'information au cours du séjour en maternité. C'est un moment crucial et c'est une opportunité d'informer les femmes. Qu'il y ait un courrier de sortie systématique qui précise la survenue de ces complications obstétricales, mais également la conduite à tenir après, parce qu'on ne peut pas toujours avoir la chance de revoir ces patientes en visite postnatale ou en suivi plus à long cours. Donc, il faut que ce lien-là et ces consignes soient tracés dès le courrier de sortie de maternité. Et évidemment, mais si on peut y avoir accès, la consultation à distance qui permet de vérifier la récupération des paramètres cliniques et biologiques, et de mettre en place à la fois l'information. C'est comme une consultation d'annonce de risque cardiovasculaire à long terme, en fait. Moi, je l'imagine comme ça, cette consultation postnatale chez les patientes qui ont présenté une prééclampsie. C'est un point sur
où on en est, est-ce que on a récupéré, est-ce que les chiffres tensionnels se sont stabilisés, est-ce que le bilan vasculo-rénal, biologique, urinaire s'est normalisé, est-ce qu'il y a besoin d'un suivi spécifique par un spécialiste, cardiologue, néphrologue, est-ce que le lien avec le médecin traitant a été fait, et surtout exposer ce sur risque à long terme, c'est plus de l'information sans être non plus, moi je leur dis, c'est pas avoir une épée de Damoclès, c'est en être conscient pour pouvoir adapter le suivi. Ce qu'on peut faire pour adapter le suivi, ben, ça paraît assez basique, hein, mais c'est surtout de maîtriser les autres risques cardiovasculaires. Donc le tabac, l'activité physique. Exactement, c'est tout simple. Les règles hygiéno-diététiques, vérifier qu'il n'y en a pas d'autres, un diabète préexistant, une hypercholestérolémie, est-ce qu'il y a un surpoids, une obésité, une sédentarité. Déjà ça, le dépister, informer le médecin traitant que ça y est, elle présente un facteur de risque cardiovasculaire, donc cela doit être dépisté et suivi. Et les seules choses qui ont prouvé chez les femmes qui présentent un risque cardiovasculaire surajouté, qui ont prouvé leur efficacité, ben, c'est tout simplement les règles hygiéno-diététiques, donc des régimes alimentaires type DASH, ce genre de régime assez classique, une activité physique modérée à intense, et surtout la perte de poids. Il y a pas mal de données sur une récupération du poids d'avant grossesse qui devrait être acquis dans les 12 mois qui suivent le postpartum. Et autre paramètre intéressant, c'est l'allaitement maternel. L'allaitement maternel a été montré comme pouvant réduire le risque cardiovasculaire des femmes. Donc, on doit promouvoir, si possible, cet allaitement, si la patiente le souhaite, dans la population qui ont présenté un désordre hypertensif de la grossesse. Et comme tu le disais, évidemment, l'arrêt du tabac, une réduction de la consommation d'alcool, parce que c'est rarement abordé dans le suivi à long cours. Et le sel? Le sel, ben, c'est recommandé que les consommations doivent être raisonnables, donc plutôt limitées. En fait, il y a souvent aussi des biais parce que la consommation excessive de sel est souvent associée à des consommations excessives de produits gras ou préfabriqués. Donc, ça va souvent ensemble. S'il y a une hypertension décelée au long cours, là oui, pour les chiffres tensionnels, c'est important que la consommation en sel soit encore plus réduite. Hein. C'est pas un régime sans sel, mais avec moins de sel. Et je reviens sur, l'allaitement maternel. C'est, on a des données de protection à partir d'une certaine durée peut-être ou? Et oui, c'est compliqué d'avoir des résultats spécifiquement dans la population qui ont présenté une prééclampsie. Donc là, c'est plus dans la population des femmes qui ont allaité par rapport à celles qui n'ont pas allaité. Et oui, au long cours, il y a un petit peu moins de survenue d'événements cardiovasculaires. Qu'est-ce qui a été défini comme allaitement ou pas? J'imagine que c'est pas seulement la tétée de bienvenue, enfin. Non, non, bien sûr, il faut qu'il y ait eu allaitement. Dans les études internationales, pour qu'il y ait eu allaitement, souvent, c'est des durées assez longues, hein, de 4 à 6 mois minimum. Mais la durée précise est rarement Renseigné, oui, mais au moins 4 mois probablement, oui. exactement. D'accord, et concernant la contraception de ces patientes? Mais c'est important de le prendre en compte, que les événements obstétricaux peuvent contribuer au risque cardiovasculaire, parce qu'on se concentre beaucoup sur les désordres hypertensifs de la grossesse, mais c'est vrai qu'il y a une légère association, un léger surrisque, y compris pour le diabète gestationnel et pour les prématurités spontanées toutes causes. Donc c'est important dans les risques cardiovasculaires. Donc c'est important de les prendre en compte dans notre consultation gynécologique de suivi avant de prescrire une contraception. Si la prééclampsie est considérée comme un facteur ou marqueur de risque cardiovasculaire, ben, une patiente qui a plus de 35 ans, un surpoids, plus ou moins de tabac, ben, je pense qu'il faut éviter la prescription d'une contraception œstroprogestative. Évidemment, s'il y a des facteurs de vulnérabilité psychosociale ou de précarité, de privilégier les contraceptions de longue durée d'action, et ça tombe bien pour la plupart, c'est des contraceptions soit mécaniques, soit avec des progestatifs seuls. Mais le message
important à retenir, c'est qu'il faut le prendre en compte lors de nos consultations de suivi. Et d'ailleurs, on avait fait une étude Toulouse-Lille qui évaluait la connaissance des professionnels sur ce facteur de risque cardiovasculaire après des complications obstétricales. Et c'était que des médecins spécifiques du suivi des femmes, c'est-à-dire les généralistes, les gynécologues médicaux et obstétricaux et les cardiologues qui suivaient évidemment des femmes. Et seuls 20% de ces professionnels, alors que c'est une étude récente, il y a 3 ans, seuls 20% de ces professionnels avaient cité les antécédents obstétricaux comme dont la prééclampsie comme facteur de risque cardiovasculaire qui prenaient en compte dans leur anamnèse. D'accord? Ah oui. Donc ça montre que dans nos dossiers médicaux qui sont parfois remplis, quand on demande les antécédents, médicaux et souvent les facteurs de risque cardiovasculaire classiques comme le diabète, le cholestérol, le tabac, ça oui, c'est inclus. Les antécédents obstétricaux, on prend la gesticité-parité, souvent le nombre d'accouchements, la voie d'accouchement, mais c'est important, y compris dans le suivi gynécologique classique, de demander comment se sont déroulées les grossesses, à quel terme elles ont accouché, est-ce que c'était un bébé de petit poids, est-ce qu'il y a une prééclampsie, un diabète gestationnel ou une hypertension artérielle gravidique, parce que ça doit être pris en compte dans la prescription de la contraception et des conseils que l'on va pouvoir donner. Tout à fait, et merci beaucoup pour ces messages. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaiterais ajouter sur ce sujet? Non, je pense qu'il y a plein de pistes d'amélioration sur le suivi au long cours en utilisant les nouvelles technologies. Ça a été étudié aux États-Unis, en Norvège, dans pas mal d'endroits sur des programmes, des projets pilotes un programme aux États-Unis. Il y avait un programme Health for New Moms qui ciblait les femmes en surpoids après prééclampsie ou désordre hypertensif de la grossesse, et ça leur propose un programme complet avec des cours en ligne d'éducation thérapeutique, une autosurveillance de la pression artérielle, une boîte à outils, un suivi personnalisé avec des diététiciens. Ça, ce sont des outils qui peuvent être intéressant dans le suivi, d'utiliser évidemment les smartphones, les nouvelles applications qu'on peut utiliser pour des envois automatiques de messages, surveiller l'hypertension avec un lien télésanté avec des professionnels lorsqu'on sort de maternité, parce qu'on sait que c'est une période très compliquée. Donc oui, c'est une période privilégiée parce qu'on a accès à ces femmes, notamment au cours du séjour de maternité. Mais ces femmes viennent de présenter une complication de leur grossesse qui peut être grave. Ça peut être un événement traumatique et générateur d'un psychotrauma. Elles viennent d'avoir un bébé tout petit et donc sont très occupées et très centrées sur ça et leur bébé. Donc ce mélange fait que c'est très difficile de pouvoir mettre en place quelque chose, notamment si c'est fastidieux. Et on sait que quand on prescrit des antihypertenseurs à la sortie d'une maternité en leur disant allez le faire adapter par votre médecin traitant ou par une infirmière qui passe, et ça on sait que c'est pas la réalité d'une femme qui rentre après un séjour en maternité avec un petit bébé. Tout à fait. Ça c'est impossible réellement, et donc il faut qu'on s'améliore là-dessus. Donc il y a des études qui étudient l'autosurveillance et avec de la e-santé connectée, des messageries sur application, etc. Et une étude récente sur le JAMA a montré que de faire ça, on améliorait au moins les chiffres tensionnels. Donc, c'est difficile d'avoir des résultats significatifs au long cours sur la mortalité ou la morbidité cardiovasculaire, mais déjà d'améliorer les chiffres tensionnels sur le premier mois ou la première année après survenue d'une prééclampsie, ça montre que c'est des pistes intéressantes et qu'il faut qu'on s'adapte à la réalité du postpartum chez les femmes qui viennent tout juste d'accoucher. Très bien, merci beaucoup. On retient donc vraiment comme message de cet épisode de retenir la prééclampsie comme un facteur de risque cardiovasculaire et surtout d'en informer les patientes précocement et leurs médecins parce que l'information se perd malgré nous. L'aspirine pour la prochaine grossesse, mais aussi le suivi à long terme et puis peut-être au fur et à mesure des programmes personnalisés, voire connectés de suivi du risque de ces patientes et pas oublier d'adapter leur contraception, surtout si les facteurs de risque se cumulent.
Merci beaucoup, Paul. Merci, professeur Garbi. Et très bonne journée. Merci Océane. Bonne journée à tous. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si des ressources ont été partagées par notre invité, vous les retrouverez dans la description. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de lui accorder 5 étoiles et pourquoi pas d'en parler autour de vous. Et si vous avez des idées de thèmes ou d'orateurs que vous aimeriez entendre, partagez-les avec nous car cette chaîne, c'est avant tout la vôtre. Métro, boulot, gynéco.